Bonjour, aujourd'hui on va parler d'argent magique. C'est une émission sur YouTube qui parle essentiellement d'économie et de finance. Ces intervenants s'attachent notamment à déconstruire certaines idées reçues qu'on peut voir dans les médias plus traditionnels. Récemment, ils ont sorti 7 vidéos dans lesquelles ils critiquent les influenceurs finance ainsi que la plateforme Trade Republic et le marketing assez agressif de son fondateur, Mathias Bacchino. Ils vont également faire une longue critique sur l'investissement en bourse, en particulier le DCA sur ETF. Je vous le dis tout de suite, cette vidéo c'est vraiment n'importe quoi. On a des hommes de paille un peu partout, des affirmations non sourcées et parfois même des contre-vérités assez choquantes, vous allez le voir. Leur vidéo a déjà fait pas mal de vues, donc je pars du principe que vous l'avez vu aussi. Mais je vais quand même rappeler les points essentiels de leur discours en citant quelques extraits. C'est gentil, merci. Et petit disclaimer, je n'ai aucun rapport avec les gens qui sont critiqués dans la vidéo d'Argent Magique. Je ne les connais pas dans la vraie vie et je n'ai jamais échangé avec eux sur internet. Et je n'ai pas de compte chez Trade Republic ou Finari. Allez, on commence par les bons points de la vidéo parce qu'il y en a quand même quelques-uns. Oui, Trade Republic a un marketing très agressif pour attirer les jeunes et donc forcément, ils sont un peu trop optimistes sur la bourse et pessimistes sur la retraite en France. Et ça peut donner une vision trompeuse de la réalité. Oui, la bourse ne vous rendra pas riche et la richesse, c'est avant tout une question de sociologie plus que d'investissement. Oui également sur le niveau de vie. Pour l'augmenter, il faut en premier lieu augmenter son niveau de salaire. Et oui aussi sur le surendettement qui concerne très peu de gens en France. Donc voilà, ça c'était les bons points de la vidéo d'Argent Magique. Et maintenant, on va passer à la partie qui fait mal, puisqu'on va voir tous les défauts qu'il y a dans cette vidéo. Pour commencer, parlons de la forme de la vidéo. Les 10 premières minutes consistent, pour nos deux protagonistes, à faire de l'ironie à outrance. Non, il faut y croire. Gagner de l'argent avec de l'argent, même si on n'a pas d'argent. D'ailleurs, vous connaissez les agios, si votre compte bancaire passe en dessous de zéro, et ben petit hack, pour ne plus en avoir, il suffit de ne pas dépenser plus que ce que vous avez sur votre compte. Vous sentez là le pouvoir de la connaissance qui commence à infuser déjà un peu? Je crois que c'est 2,5 par exemple. Bah qu'est-ce que tu fais là? Non pardon, Trade Republic, trop bien. Trade Republic. Voilà, on a perdu le flow un peu. Voilà, bravo, je vois que ça commence à venir. Et à tourner en dérision des propos que les personnes visées n'ont jamais tenus. On a donc le droit à une succession d'hommes de paille avec les fameuses 9 règles qui sont des exagérations sans limite des propos tenus par les finfluenceurs. Voici quelques exemples. Règle numéro 1, l'éducation financière, c'est pour tout le monde. Règle numéro 3, on ne se compare pas aux autres. C'est la seule règle qui est explicitement mentionnée par les finfluenceurs et je ne vois pas où est le problème. Se comparer aux autres, surtout quand on débute dans un domaine, ça peut être très décourageant, que ce soit dans les études, le sport, les arts ou la finance. Donc se concentrer d'abord sur soi, c'est un bon moyen pour progresser et ne pas se frustrer. Je vois pas en quoi c'est mal. Règle numéro 5, la retraite par répartition est morte, alors c'est à vous de vous prendre en main. Personne ne dit ça explicitement, et oui, les retraites tanguent un peu, donc c'est normal de s'inquiéter. Règle numéro 7, aux États-Unis, tout le monde investit. Là encore, personne ne dit ça, et ensuite, oui, c'est un pays dans lequel c'est la norme d'investir, c'est tout. Règle numéro 8, ETF monde plus long terme égale pas de risque, mais gros rendement. Mais à quel moment ils disent ça? On aimerait bien des preuves de ce que vous avancez. Et puis, on aimerait bien savoir en quoi ce qui est avancé est faux. Parce que si on creuse le sujet, voici ce que disent les chiffres. Et je vous mets à l'écran la probabilité de gain sur la bourse américaine ajustée de l'inflation. Et puis par période. 77% sur 3 ans, à 5 ans on passe à 79%, 10 ans 88%, et enfin 20 ans 99,94%. Règle numéro 9, la dernière, l'éducation financière va faire de vous un homme ou une femme libre. Bon là, je vais même pas faire de commentaires tellement c'est ridicule. Donc plutôt que de faire les clowns avec votre humour pas drôle, essayez au moins de démontrer ce que vous affirmez en citant explicitement des passages par exemple. Ça aurait rendu votre argumentaire plus crédible. Là, vous passez surtout pour des gens aigris et de mauvaise foi. Et puis, vous prétendez parler des influenceurs finance, mais pourquoi vous ne mentionnez jamais les plus sérieux d'entre eux, comme Xavier Delmas, Crésus, Bourseco, Guillaume Bétain ou encore Hibou Expert? Moi, à votre place, quitte à être caricatural, j'aurais parlé de Victor Ferry, qui est la référence chez les influenceurs finance. Afin d'accorder des rentes d'argent public à des gauchistes mentaux, vous réalisez pas en fait à quel point les gauchistes sont en guerre contre vous. Ils vous prendront tout. Représenter gauche par caca. Comment investir dans un enfer fiscal? Un haut fonctionnaire, c'est un militant d'extrême gauche. Allez, maintenant on passe aux choses sérieuses. La première chose que vous faites pour décrédibiliser les influenceurs finance, c'est de prendre le cas d'une personne au SMIC à temps partiel et de faire vos petits calculs avec. Là, on ne pouvait pas faire plus caricatural pour votre démonstration qu'en prenant le premier décile en termes de niveau de vie. Tout ça dans le but de confirmer vos biais et ceux de vos spectateurs, ce qui n'est pas très sérieux. Non, parce que si on raisonne maintenant en termes de revenu médian qui est selon l'INSEE de 2147 € net par mois avec un taux d'épargne de 20%, ce qui est dans la moyenne, là c'est tout de suite moins effrayant, puisqu'on passe de 10 ans et 9 mois à 2 ans et 8 mois pour atteindre 6 mois de salaire en épargne, et moitié moins si on veut juste 3 mois de salaire d'épargne. Et concernant la retraite, on passe de 250 € par mois à 2500 € par mois. Pas mal.
mal, non? C'est tout de suite beaucoup plus sexy, mais évidemment ça aurait réduit à néant vos blagues absolument pas marrantes, ainsi que l'intérêt de faire votre vidéo. Bah oui, il faut bien brosser dans le sens du poil votre public. Il ne faudrait surtout pas l'informer de manière fiable, avec des raisonnements non biaisés. Regardons la suite. Premier problème, c'est que toute la finance est exprimée en pourcentage. Il y a à peu près 70-75% des gens en France qui s'arrêtent de réfléchir. Bah, c'est pratique quand même les pourcentages, genre par exemple leur compte courant qui rémunère à 2%. Comment tu veux l'expliquer sans dire 2%? Bah, je sais pas. De toute façon, dès qu'il a parlé de pourcentage, j'ai arrêté de réfléchir. Non mais à quel moment le mec dit qu'il ne faut pas utiliser des pourcentages? Vous déformez complètement son propos là. Et ensuite là-dessus, il a raison. Il y a un problème avec les pourcentages chez nos élèves. Petit test pour les bacs -2 du fond, faites pause et essayez de répondre sans vous tromper aux 3 questions qui sont à l'écran. Bon, bah sachez que la grande majorité des gens ne savent pas répondre correctement à ces questions. Et c'est dommage, parce qu'effectivement la finance, c'est beaucoup de pourcentages. Oui, parce qu'on a pris l'exemple de Jean-Catherine à temps partiel qui arrive à mettre 50 € de côté par mois et qui récupère 300 environ par mois pour sa retraite, ce qui correspond à 25% de son dernier salaire. Mais maintenant, imaginez Ségolène Augustin qui gagne 5 000 € par mois et qui réussit à en épargner 1000. Déjà, son épargne de sécurité est constituée en 2 ans et demi. Jean-Catherine, lui, ça lui a pris 11 ans. Finalement, ce sera 11 400 € tous les mois pour sa retraite, soit 220% de son dernier salaire. Est-ce que vous voyez un peu le délire d'inégalité que ça génère? Donc là, si je comprends bien, mais j'avoue, je suis pas sûr de moi, la bourse, il faut surtout pas y toucher parce qu'elle accentue les inégalités. Bon, déjà, ce n'est pas parce qu'un truc exacerbe les inégalités qu'il faut s'en séparer. Sinon, bah, on ferait plus de sport et on n'irait plus à l'école, par exemple. En fait, c'est comme si vous disiez à un prolétaire de ne pas se lancer dans l'art parce que c'est toujours ceux qui viennent de familles bourgeoises qui réussissent dans les domaines artistiques. Bah non, ça marche pas comme ça en fait. Vous confondez une cause et sa conséquence. C'est une erreur élémentaire de logique. Mais passons. Il faudrait plutôt se demander comment faire pour que même ceux qui ne viennent pas de familles bourgeoises puissent accéder à une culture artistique. Eh bien, la finance c'est pareil. Au lieu de pleurer dès qu'il y a un peu d'inégalité et de mettre la poussière sous le tapis, le meilleur truc à faire c'est d'éduquer les gens sur le sujet. Parce que c'est ça le problème principal, c'est l'éducation. Sinon, si vous faites rien, bah l'inégalité se poursuit éternellement. Et on arrive maintenant au pire moment de la vidéo, petit extrait. Bah, ça existe depuis un moment, hein. Les conseillers bancaires proposent des produits d'investissement boursier aux épargnants depuis des décennies. Parce que démocratiser l'investissement boursier, c'est bien joli, mais puisqu'on peut pas confier la gestion de vos sous à des experts qui coûtent cher... Bah oui, ça existe déjà, hein. C'est ce que vous propose votre banquier normal. Quelle indignité. Bah oui les enfants, si vous voulez placer votre argent, demandez à votre banquier, il vous le rendra bien. Je veux placer 100 francs en bourse. Oui. Qu'est-ce qui se passe au bout de 30 jours, d'un mois? Combien je gagne? Des termes à risque habilité sur une base obligataire et antubatoire de 0,75% données variatives, mais ça nous le savons. Oublions le franc. Oublions le franc. Non mais qu'est-ce que c'est que cette folie? Vous êtes là à critiquer les influenceurs finance, tout ça pour nous faire la promo des banquiers traditionnels. Mais c'est une énorme blague votre truc. C'est comme si pour dénoncer la fast fashion, vous recommandiez d'aller chez Shein. Ça n'a mais alors aucun sens votre truc. Alors pour ceux qui sont pas encore au courant, oui, la plupart des banques traditionnelles sont remplies de frais exorbitants à tous les étages, notamment quand vous voulez investir. Répondez-nous franchement. Est-ce que vous savez combien vous coûte votre banque? Et deuxième point, la majorité des produits financiers que votre conseiller bancaire va vous proposer sont eux aussi remplis de frais et ont une performance extrêmement médiocre. Xavier Delmas a fait une excellente vidéo dans laquelle il analyse plusieurs produits structurés proposés par une grande banque française. Dans les deux scénarios, c'est soit vous vous retrouvez à placer du 4% quand vous pourriez placer à plus, ou alors le produit va tout simplement s'arrêter parce qu'il était trop intéressant. Voilà. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est cette fameuse option qu'a la Société Générale et que vous subissez. Et le problème, c'est quel est le prix de cette option? Vous voyez le problème. Et le gros souci de tout ça, c'est que je trouve que c'est difficilement compréhensible pour quelqu'un. Le MSCI, EMU, Circular Economy Sustainable Impact Select 50 Points Decrement, blablabla, truc dont personne n'a jamais entendu parler. Maintenant, si vous regardez, en plus de ça, l'évolution de ce fameux indice, vous regardez, ça fait pas rêver. Bref, il y a beaucoup de choses que je ne comprends pas. Mais que faut-il retenir de ce type de produit? C'est que déjà, ils sont extrêmement complexes à comprendre. Et surtout, et c'est ça qui me gêne le plus, c'est que le scénario qu'on joue n'est pas clair. Un autre point noir, c'est que vous recommandez le placement en assurance vie et en particulier le fonds en euros. Les conseillers bancaires proposent des produits d'investissement boursier aux épargnants depuis des décennies, notamment via la fameuse assurance vie. Mais il n'y a pas que les actions, il y a aussi les obligations. Vous pouvez devenir créancier plutôt qu'actionnaire. Et puis vous pouvez prêter aux États plutôt qu'aux entreprises. Hein. Les fonds en euros dans les assurances vie, c'est ça que ça fait, ça prête aux États. C'est beaucoup moins risqué et politiquement ça dit quelque chose. Mais quel intérêt franchement? Déjà parce que l'assurance vie c'est le placement numéro 1 en France, donc vous n'apprenez rien à personne, mais surtout c'est un placement plutôt médiocre. Vous allez investir sur la dette d'État qui varie entre 3 à 4% de rendement grand maximum. Alors je dis pas que c'est complètement inutile comme placement, mais vous auriez pu nuancer un minimum en expliquant par exemple qu'on peut faire 50% en bourse et 50% en fonds euros. Là vous augmentez votre rendement sans trop augmenter
augmenter votre risque. Mais bon, on a compris que visiblement la nuance, c'est pas trop votre projet. Et pour ceux que ça intéresse, vous pouvez chercher la notion de Sharpe ratio sur internet. Ensuite, rappelez-vous qu'en achetant des ETF comme vous le conseille Trade Republic et beaucoup d'autres, vous ne prenez aucune décision réelle d'investissement. Vous pariez bêtement sur la hausse moyenne de la bourse. Donc voilà, ça fait de vous des bons gros moutons, mais certainement pas des génies de la finance. Alors c'est assez cocasse de parler de moutons quand vous recommandez vous-même le placement numéro 1 des Français. J'aurais pas fait mieux en termes de compte son camp. Mais en plus de ça, votre affirmation est fausse, puisqu'il existe une multitude d'ETF différents, rien que pour le MSCI World. Vous avez le Quality, le ESG, le Hedge, le Small Cap, Mid Cap, le capitalisant, le distribuant, le Value, le Momentum, et bien d'autres. Et là, on parle juste du MSCI World. Des ETF, vous en avez des milliers d'autres. Donc non, vous n'êtes pas un mouton si vous avez des ETF, pas plus que votre papy qui a de l'IMO ou votre tante qui a tout en fonds euros. Il y a un autre problème avec ces fameux ETF là. En misant sur la performance d'un indice, vous confiez votre argent à un financier qui, lui, achète les actions correspondantes. Sauf que ces actions, elles viennent avec un droit de vote pour décider comment l'entreprise doit être dirigée. Et du coup, c'est le financier qui a le droit de vote au conseil d'administration pour valider la stratégie de développement de l'entreprise. Ah, là on arrive à un sujet extrêmement intéressant. Ici, il y a en fait deux sujets. Le premier, qui est abordé par Argent Magique, c'est effectivement celui du droit de vote quand on est actionnaire. Et effectivement, quand vous achetez un ETF, vous vous dépossédez de votre droit de vote pour les entreprises concernées. Mais dans la réalité, c'est un non-sujet, puisque la plupart des entreprises sont très rarement détenues par une majorité d'investisseurs particuliers. Et le plus souvent, ce sont quelques actionnaires qui possèdent la très grande partie des droits de vote de l'entreprise, notamment avec des actions qui donnent plus de droits de vote que les actions ordinaires. Par exemple, Mark Zuckerberg possède 13% du capital de Meta, mais 61% du droit de vote grâce à des actions privilégiées. Et on retrouve ça un peu partout. Par exemple, chez Alphabet, on retrouve ça aussi. Donc venir se plaindre que ceux qui investissent via ETF perdent leur droit de vote, c'est un peu ridicule. Mais là où je veux en venir, c'est qu'Argent Magique occulte la partie la plus importante quand vous investissez. C'est celle de la distribution des revenus aux actionnaires, notamment sous forme de dividendes. Parce que s'il y a bien un truc qu'on ne perd pas via les ETF, c'est ça. Et c'est justement ça, à mon avis, le plus important. Parce que quand vous investissez sur les entreprises américaines, par exemple, elles vous envoient une partie de ces bénéfices qui profitent à vous, Français, et pas à quelqu'un d'autre. Ces bénéfices, ils vont être taxés, donc ça va faire des recettes pour l'État. Et ils vont être un jour ou l'autre dépensés, donc ça va stimuler la demande intérieure, et peut-être locale, on l'espère. Et ça va être de nouveau taxé via la TVA, donc plus de recettes fiscales et plus de services publics. A l'inverse, ne pas investir en bourse, c'est s'auto-exclure de là où il y a le plus d'argent qui se fait, et c'est donc laisser aux autres le pouvoir économique qui est aujourd'hui le plus puissant, et donc c'est s'affaiblir au niveau international. Investir en bourse, ça permet aussi de financer des entreprises nationales et innovantes qui seront plus difficiles à racheter par des entités étrangères. Ça évitera également qu'elles s'installent ailleurs. Alors j'en vois déjà qui se demandent bien de quoi je parle et qui pensent que j'exagère, mais les conséquences sont bien réelles. Il y a un nombre incalculable de boîtes en France qui n'arrivent pas à se développer parce qu'il y a en France un manque d'investissement en bourse. Comme les boîtes ne peuvent pas se financer en France, elles vont ailleurs. Où ça? Aux USA par exemple. Et après, on vient se plaindre qu'on est dépendant des GAFAM. Bah oui, mais vous, Argent Magique, vous répétez à longueur de journée qu'investir en bourse c'est pas bien. Vous faites partie du problème. Et puis je ne vous ai pas parlé des ingérences étrangères au sein des boîtes françaises. Ça, on peut en faire toute une vidéo tellement il y a à dire. Bon, mais que provoque ce genre de discours ? Ce que ça provoque, c'est une masse de gens qui ont été convaincus qu'ils sont vertueux, que eux savent épargner alors que les autres non, que finalement les plus pauvres méritent bien leur pauvreté, eux qui n'ont pas su regarder leur argent en face. Que commencer à comprendre que l'éducation financière à la Trade Republic, là, avec leurs règles toutes simples, en vrai c'est vachement orienté politiquement, c'est ultra individualiste. Ah bah oui, on termine avec un argument moral. Donc si jamais vous n'avez pas été convaincu par leurs vidéos, ils vous traitent d'égoïstes et de méchants capitalistes pour bien vous faire culpabiliser. Là c'est vraiment le degré zéro de l'argumentation. Et quant au fait que s'intéresser à la bourse engendrerait un mépris envers les pauvres et ferait gagner un sentiment d'individualisme, encore faudrait-il mentionner des études sur le sujet qui prouvent ces affirmations. Quand la bourse fait 10% alors que le PIB fait 1%, la surperformance de la bourse signifie que les épargnants récupèrent une plus grosse part du gâteau PIB. Le pouvoir d'achat supplémentaire des épargnants ne peut venir que de l'appauvrissement de ceux qui bossent. Non mais là c'est plus possible en fait. Mais enfin ça va pas! Mais c'est juste insupportable! Arrêtez! Mais qu'est-ce que vous racontez? Non mais vraiment, c'est vous les experts en économie et en finance? Sérieusement? Alors pour ceux que ça choque pas, on va expliquer ce qui ne va pas dans cette analyse. Déjà, il compare le PIB, donc un flux, avec la bourse, c'est-à-dire un stock, ce qui n'a aucun sens. Il vaudrait mieux comparer les bénéfices des entreprises avec le PIB. Première chose. Ensuite, la bourse ne représente qu'une partie plutôt faible de l'économie dans son ensemble, et c'est souvent celle qui est la plus efficace. Donc les entreprises en bourse peuvent faire plus 10% sans que les autres ne s'appauvrissent. Ça, c'est un raisonnement type seconde. Normalement, c'est à la portée des deux là. Et enfin,
il ne faut pas confondre une économie domestique avec des entreprises internationales. Parce que si la majorité des profits d'une entreprise se font en dehors du pays dans lequel elle réside, ça n'a alors plus aucun sens de la comparer avec le PIB de son pays d'origine. Parce que dans le MSCI World, vous n'avez pas d'entreprise chinoise, indienne ou brésilienne par exemple. Or, c'est en partie ces pays qui tirent la croissance mondiale, et notamment celle des plus grandes entreprises. Et ces pays, bien sûr, ne font pas partie de l'OCDE. Bref, tout ça pour dire que le PIB et la bourse, c'est deux choses très différentes, et que les comparer, ça n'a tout simplement pas de sens. Et c'est étonnant que ces deux-là qui se prétendent experts en économie fassent ce genre de confusion. Mais il y a un truc extrêmement important dont ils ne parlent jamais, et qui flingue complètement leur raisonnement, c'est qu'ils mettent de côté l'inflation. Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez rien remarqué, vous? Bah oui, les 10% en bourse, c'est du brut, c'est pas net d'inflation, alors que le PIB, quand ils en parlent, c'est net d'inflation. Donc évidemment, la comparaison n'a plus du tout de sens. Et si on fait le calcul d'un côté du PIB en nominal de tous les pays du monde, on tombe sur une croissance annuelle de 3,7% depuis 2010. Et si on compare avec les bénéfices de toutes les entreprises cotées au niveau mondial, on a une croissance annuelle de 3,8%. Oh, comme c'est bizarre! Oh, alors! En conclusion, arrêtez d'écouter ce que vous raconte Argent Magique quand ça parle de bourse. Il multiplie les arguments fallacieux, les erreurs factuelles et les analyses trompeuses. Il critique les biais politiques du discours de Trade Republic, mais eux en font tout autant. Après, vous faites ce que vous voulez de votre argent, c'est pas moi qui vais vous dire quoi faire.